Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast des chasseurs d'histoire, Fabulae Venatores pour les latinistes, et le podcast pour découvrir l'histoire à travers des histoires. Moi c'est Fabrice, vous m'aurez reconnu, et je suis en compagnie de Maxime et de Raphaël. Salut les gars. Salut! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes très heureux. L'idée de l'épisode d'aujourd'hui est venue d'une manière assez cocasse. En effet, Raphaël l'autre jour est venu nous voir en nous disant Hé, on voit des dragons de partout. Et si on faisait pas un épisode là-dessus? Idée Oui. qui nous a paru plutôt intéressante, hein, en effet. Et d'ailleurs, Maxime avait répondu à ce moment-là d'un air assez blasé. De toute façon, un dragon, c'est juste un lézard avec des ailes et qui crache du feu. Un lézard énervé, avec des ailes qui crachent du feu. Alors, bon, on va voir que c'est pas si simple que ça. Oui, la question s'est donc posée, mais qu'est-ce qu'un dragon? L'épisode d'aujourd'hui aura pour intérêt d'étudier les dragons à travers le monde. Au fil du temps, à différentes époques. Tout à fait. Donc on va commencer tout de suite. Sur un plan plus mythologique, est-ce que vous pouvez me parler de l'origine des dragons? D'où viennent-ils? Alors, la première occurrence de dragon, c'est Mouchou. Quoi? Il va falloir développer là, Raphaël. Alors, c'est à moitié vrai ce que je viens de dire, puisque la première occurrence de dragon, ça remonte à la Chine préhistorique, puisqu'on a retrouvé des restes d'une stèle funéraire faite de coquillages qui représentaient un dragon. Donc, le dragon qui est extrêmement présent dans la culture, c'est pas surprenant que ça vienne de là. Chez eux, c'est vraiment un monument. Ok. Et est-ce que du coup ça veut dire que les dragons viennent de Chine? Est-ce que c'est ce que tu nous dis? Alors, en soi, il est présent dans les cultures orientales et occidentales, donc c'est probablement apparu de manière parallèle, comme beaucoup de choses dans la vie. Et du coup, on va faire, dans un premier temps, un focus sur l'Occident. On reviendra plus tard sur les copains de Mouchou, et le berceau de la culture occidentale, c'est la Grèce. Et on va commencer par ça. Max, toi qui aimes particulièrement la Grèce et Sparte, tu pourrais nous donner des infos dessus? J'adore la Grèce, effectivement. Mais la Grèce, G-R-E-C-E, pas la Grèce, G-R-A-I-2-S-E, vu que je suis particulièrement fit comme gars. Il fallait bien une blague de merde hein, pour commencer. Hein. Ça commence. Oh non, ah, ça commence, au secours, le retour des blagues de merde. Ah, alors, on a tourné un épisode sur Sparte avant, spoil. Je sais pas s'il sortira avant ou après cet épisode. J'ai pas fait tant de blagues de merde que ça. Hein. Non, C'est ça vrai. va, c'était plutôt carré, ouais. Ouais. En fait, j'adore la Grèce. J'aime bien l'étymologie aussi, donc on va allier les deux. Le terme dragon vient du grec drakon ou drakein. C'est des mots qui sont liés au regard. Alors là, vous allez me dire, alors attends, le rapport entre un dragon et regarder, je comprends pas. Eh ben, moi, vu que j'adore ménager le suspense, je vais pas vous dire tout de suite pourquoi, on y reviendra après. Je vais plutôt vous parler des différentes formes que prennent les dragons dans le cadre de la mythologie grecque. On les voit sous des formes diverses et variées. Je vais vous parler de la plus évidente tout d'abord, l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne qu'on voit dans le cadre des 12 travaux d'Héraclès. Héraclès, c'est Hercule. Hercule, c'est le nom romain. Héraclès, c'est le nom grec. Moi, je dis Héraclès parce que ça claque beaucoup plus qu'Hercule. Mais en soi, Héraclès est Hercule. Et en fait, l'hydre de Lerne, c'est une espèce de dragon en fait, qui va avoir plusieurs têtes. Et quand vous coupez l'une de ces têtes, eh ben, elle se repousse, mais en deux têtes. Donc en fait, si vous coupez les têtes 10 fois, vous allez avoir 2 fois plus de têtes qui repoussent à chaque fois. Et du coup, c'est exponentiel. Donc c'est la première forme qu'on peut retrouver des dragons. C'est un obstacle en fait dans la quête du héros, hein, dans beaucoup de cas. Pour Héraclès, c'est un de ses travaux. Si jamais il réussit pas tous ses travaux, il peut pas prouver à Eurysthée qui lui a confié ces travaux-là que c'est un homme fort, de valeur, un gigachad. Vous avez ensuite le dragon marin. Le dragon marin, un autre type de dragon dans la mythologie, qui se fait littéralement dégommer par Persée. En gros, Andromède, c'est le crush de Persée, si je ne me trompe pas, est en difficulté et est menacé par un dragon marin, et Persée le démonte. Vous avez ensuite le dragon d'Aoni de la source d'Arès. Qui est Arès? Tout d'abord, Arès, c'est le dieu de la guerre. C'est le Mars des Grecs. Arès dit à un dragon de défendre sa source. Oui, Arès est un homme un dieu qui a une source, qui lui est propre. Une source d'eau. Et il y a Cadmos. Cadmos, c'est un petit monsieur qui arrive et qui écrase la tête du dragon avec une pierre. Et en fait, les dents se plantent dans la terre et émergent des hommes qui vont créer une cité qui s'appelle Thèbes. C'est assez marrant ça. Alors là, pour le coup, le dragon, c'est un petit peu... le dragon est un petit peu à l'origine des hommes. Là, c'est les deux fonctions qu'on retrouve chez les Grecs. La première, c'est le dragon comme obstacle, et la deuxième, c'est le dragon comme un petit peu source originelle de la vie. Je vais le formuler comme ça. Bon, après, vous avez comme obstacle, j'y reviens, un Python.
Python, c'est celui qui gardait le sanctuaire de Delphes, l'oracle de Delphes. Et en fait, c'est Apollon qui le tue et qui devient du coup le maître de l'oracle. Oui, chez les Grecs, c'est très comme ça. Hein. C'est très je te tue et je deviens chef de ce que tu défends. Donc en fait, finalement, le dragon, chez les Grecs, il a cette symbolique-là. Vous voyez, il a souvent une apparence soit comme l'hydre de dragon polycéphale, qui a plusieurs têtes, ou alors de serpent. Le python, c'est un serpent. Hein. Et les Grecs appelaient plutôt ça serpent globalement d'ailleurs, hein, plutôt que dragon. Ça, c'est important de le noter. Je vais parler du dragon chez les Romains, vu qu'on est sur de l'antique. Alors, on va en parler de manière plus succincte, parce qu'en fait, on n'a pas envie de s'étaler outre mesure là-dessus. C'est notre podcast, donc c'est nous qui décidons. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait du bien un petit peu C'est nous parfois qui de se décidons. sentir chez soi, comme à la maison. Les Romains, ils ont une vision du dragon qui est assez amusante. Moi, ça m'a flingué de rire quand j'ai vu ça. Pline l'Ancien, c'est un écrivain et naturaliste romain qui dit « Le dragon, c'est une bête qui est capable de s'enrouler autour d'un éléphant et de l'étrangler. » Ça rappelle un peu cobras les serpents constricteurs, les pythons, les anacondas, les choses comme ça. D'ailleurs, les éléphants, c'est plutôt côté Afrique, les serpents constricteurs vivent plutôt en Afrique. Ça se tient? Le parallèle n'est pas anodin, je pense. Vous prenez ensuite Solin, Solin qui est un homme de lettres, bon voilà, un grammairien romain, qui dit que alors, s'il vous plaît, par pitié, chers auditeurs, pas de blague grivoise, je vous venir. La force du dragon réside non pas dans sa gueule trop petite, mais dans sa queue. S'il vous plaît, pitié, pas de blague grivoise, je répète. Tout ça pour dire que, à l'époque antique, on n'est pas sur un dragon qui crache du feu, hein, on est sur un serpent. Ça se rapproche plus du serpent. Et ouais, tu voulais dire un truc, Fabrice ? Et du coup, la symbolique dans tout ça. Ah, c'est une bonne question, c'est vrai que moi je m'attarde sur l'apparence. Je parlais de cette notion d'obstacle pour le héros, je pense que, en fait, c'est à la fois quelque chose de magique, entre guillemets, de mystérieux. Il y a cette notion aussi de gardien. Gardien d'un sanctuaire, gardien d'un lieu sacré. Tu prends par exemple le python, c'est le gardien de l'oracle. Tu prends par exemple l'hydre de Lerne, ça va être le gardien de la quête d'Héraclès, qui a une dimension mythique aussi. Donc il y a cette notion-là d'obstacle et de gardien. Moi je pense que c'est ça la symbolique principale du dragon chez les Grecs. Chez les Romains, c'est... Alors forcément, les Romains prenaient la mythologie grecque vu qu'ils n'avaient aucune originalité. Donc je pense qu'on retrouve très certainement ces aspects-là. À noter que l'étendard des corps de la cavalerie romaine était un dragon. Donc en fait, le dragon, pour les Romains, c'est la puissance, la force, la prouesse guerrière, l'ardeur à combattre et la fécondité. En même temps, quand on parle de queue. Pas de blague grivoise, je dis les gars. On va arrêter les blagues de queue parce que ça commence à aller bien, ça va bien Ouais. 5 minutes. Très technique. J'apprécie beaucoup. Il faut avancer. Donc maintenant qu'on a parlé des Grecs, des Romains et de l'huile d'olive, on va continuer un peu. J'aime beaucoup. Oui, bon, ça suffit 5 minutes. Hein. On parle Ouais. de quoi du coup ? Et du coup, voilà. De quel dragon parlons-nous maintenant ? Les Scandinaves. Ah ouais. Ouais. Bon, Ouais. déjà, je fais un petit disclaimer, je m'excuse tout de suite. Si j'écorche des mots, c'est compliqué, les noms scandinaves. Vous en faites pas, on sera là pour le corriger après. Voilà. Donc on commence par un dragon hyper connu du folklore scandinave, Nidhogg. Il vit sous l'Yggdrasil. Alors, si je puis me permettre, je pense que c'est plutôt Nidhogg. Non, je suppose. Je suis très mauvais en littérature scandinave, mais bon. Donc Nidhogg. Donc il vit sous Yggdrasil, donc l'arbre des 9 mondes, enfin l'arbre des mondes qui soutient plutôt les 9 royaumes, on va plutôt le faire comme ça, et qui ronge ses racines. Il est malveillant, maléfique, et il apparaît d'ailleurs au moment du Ragnarok avec des cadavres entre ses serres, et il est réputé pour détester l'humanité. Juste petite peut-être précision, Raphaël, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ces termes-là. Alors, l'arbre des mondes, en gros, les Vikings, Oui. ils avaient une vision. Le monde, ce serait la structure du monde, ce serait l'arbre des mondes, et il y aurait en fait des espèces de sous-mondes, les 9 royaumes. Donc chaque monde étant dissocié des autres. Et il y a un dragon qui serait autour de ce monde-là, enfin autour de cet univers-là, et qui rongerait les racines du monde. En fait, l'Yggdrasil, c'est un bonsaï. C'est un peu ça, ouais. Oui, c'est vrai, c'est un bonsaï scandinave. Oula, on va loin là. Et le Ragnarok, tu peux préciser juste ce que c'est ? Alors du coup, le Ragnarok, c'est leur équivalent de l'Apocalypse, Ouais, c'est ça. en gros. Mais c'est l'apocalypse stylé quand même, parce qu'on se tape dessus jusqu'à la fin des temps. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est vrai, c'est plus stylé que l'apocalypse. Bon bref. Et Je t'ai l'Apocalypse, c'est coupé, pas mais... Vous digressez là. Ouais, monsieur. tout à vas-y, fait. reprends, vas-y. Du coup, je disais, il apparaît au moment du Ragnarok avec des cadavres entre ses serres, il est réputé pour détester l'humanité. Il symbolise entre autres le chaos et le mal qui ronge l'âme des hommes. Ouais. Dans la mythologie scandinave, on compte encore une fois ce parallèle entre des héros qui vont rencontrer un dragon, lui piner sa race et avancer. Donc on va reprendre avec Fafnir,
Donc un nain tombe sur le trésor maudit de son père et se transforme en dragon aux allures de serpent pour le protéger. Le héros, Sigurd, lui casse la gueule. Ouais. Donc, Jormungandr, c'est un serpent marin géant qui entoure Midgard et qui se fait casser la gueule par Thor pendant le Ragnarok, qui est immortalisé dans Twilight of the Thunder Gods de Amon Amarth. Très très bon morceau que je vous conseille, c'est lourd, ça tape, c'est très très bon. Et globalement, le groupe parle de ce duel-là, épique. Et un dragon qu'on aurait sans nom, qui n'a pas de nom, un reptile capable de ramper et de voler, que Beowulf, héros anglo-saxon, dégomme, comme à l'habitude du coup des contes. Raph, faut que tu précises un truc sur ces histoires-là. Pourquoi c'est drôle? Genre les héros scandinaves et les dragons, il y a toujours un truc qui revient de manière récurrente et qui est drôle. Effectivement. Parle-nous-en. J'allais y venir. À chaque fois, le héros tue le dragon, mais il est mortellement blessé par ce dernier et meurt. C'est tellement drôle. À chaque fois. Genre les mecs, ils étaient très dans le délire je meurs héroïquement, mais je te tue avant, parce que je ne veux pas mourir avant toi. Exactement. Et d'ailleurs, pour résumer, on peut dire qu'à chaque époque, on a un dragon et un héros pour lui dégommer sa tronche. Jolie histoire. Pour continuer, maintenant que tu nous as parlé des dragons scandinaves, on arrive justement sur l'Église qui va commencer à s'implanter de plus en plus dans le monde occidental. Et justement, le dragon va prendre un tournant en termes de symbolique. Et ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure justement le Moyen-Âge et l'Église ont influencé justement cette symbolique du dragon à travers notre représentation qu'on s'en fait. Ça te plaît la symbolique, hein? Non mais c'est intéressant, t'as raison. L'Église va avoir une place prépondérante là-dedans. Petite information préliminaire. Quand on parle de dragons, c'est souvent au XIIe, XIIIe siècle dans ce qu'on appelle des bestiaires. Des bestiaires, c'est des ouvrages où on parle de dragons. À noter que dans les bestiaires, les vaches ne sont pas mentionnées, mais les dragons, oui. Parce que les bestiaires, ça a une portée morale avant tout. Ok, c'est quoi le lien avec les vaches? Aucun. Ok. Tu parles de bestiaires, moi je te dis ce qu'il y a dans les bestiaires. Merci Raphaël pour cette intervention extrêmement constructive. Je t'en remercie. Il m'a fait perdre je suis vachement dérouté. Oui, ok, je reprends. En fait, finalement, à cette époque-là, je parlais de dragon à la période antique en disant que ça pouvait ressembler à un serpent. En fait, au Moyen-Âge, on est un peu dans ce délire-là aussi, c'est-à-dire qu'on emploie le terme serpent plus que dragon. Et en fait, du coup, il y a une vraie ambiguïté, parce que on ne sait pas parfois dans les textes médiévaux s'ils parlent vraiment de serpent, au sens le serpent, la couleuvre, la vipère, les trucs comme ça, ou s'ils parlent d'un dragon. Donc on est parfois un petit peu embêté. On a lu une thèse sur le sujet dans laquelle il souligne bien ça, c'est que des fois il y a une vraie ambiguïté dans l'interprétation du texte et c'est pas facile de se retrouver. Parfois, alors il y a différentes appellations, on va pas rentrer dans les détails, parfois on l'appelle la beste, pas la beste la meilleure en anglais, mais la beste, B-E-S-T-E, c'est du vieux français, parfois c'est la bestia, voilà, il y a tout plein d'appellations possibles. Nous on va rester sur dragon, et on va employer dragon pendant tout l'épisode parce que c'est vachement plus simple à expliquer. Mais on va mettre de côté toutes ces terminologies-là. Et alors, de quand datent les premières descriptions de dragons au Moyen-Âge ? Alors, à ma connaissance, je fais référence à cette thèse-là, c'est une thèse d'une étudiante de l'université de Lyon 3 qui parle très très bien du sujet. Ce serait Isidore de Séville. Alors, je vous le donne en mille, c'est un espagnol, un ecclésiastique espagnol du 7e siècle. Comment il décrit le dragon? Parce que certainement, c'est ça que tu vas me demander, Fabrice. Ils sont gigantesques, pas surprenant, j'ai envie de vous dire. Ils ont une crête. Alors, pourquoi la crête? La crête, il y a deux choses. Je vais te parler de symbolique, je sais que tu aimes la symbolique, Fabrice. Déjà, ça renforce l'agressivité, et c'est vrai qu'une crête, il y a un côté agressif. Et ça, la première symbolique, et la deuxième symbolique, c'est comme si c'était une couronne, en fait. Le roi des animaux, le king. Le dragon, et là, ça va peut-être rappeler à certains adeptes de fantaisie des souvenirs, il dégage des essences pestilentielles par son haleine, mais aussi par son corps. Il me semble que dans un film, c'est pas connu, hein, je crois que ça s'appelle Harry Potter, mais je suis vraiment pas sûr. C'est une petite série de films, de romans, c'est pas hyper connu. Il y a un serpent qui s'appelle le basilic. Je me rappelle plus parce que je l'ai vu il y a extrêmement longtemps et je suis loin d'être un fan d'Harry Potter. Le basilic, je crois qu'il a sa peau est toxique et ses morsures sont toxiques, c'est ça? Il y a pas une histoire comme ça? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Par contre, sa morsure, elle pétrifie. Ah, sa morsure. Non, c'est son regard pétrifie. C'est le regard Son qui regard pétrifie et il est sa très morsure venimeux. qui est venimeux. Alors, vous m'arrangez pas parce que je voulais ménager le suspense, mais du coup, je vais être obligé de cracher un Du morceau. coup, tu nous dis que du caca, en fait. C'est la faute à Michel de la régie qui a préparé le concept. Justement, je comprends pas comment t'en es venu là, parce que vous me pardonnerez ma connaissance absolument désastreuse d'Harry Potter. Mais Fabrice, tu parlais du regard tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rappelez, quand je parlais de l'étymologie, je disais que le dragon avait un lien avec le regard. Le terme dracon, dracane. Et en fait, c'est justement ça, c'est que pendant très longtemps, on avait cette image du dragon
qui, via son regard, pouvait pétrifier, ou alors susciter une espèce de panique, de terreur, mais une espèce de lien magique entre le regard et les réactions qu'il suscite autour de lui. Je suis bien embêté parce que je voulais garder ça pour la fin, mais malheureusement, force des choses oblige, il faut le révéler. Pour la symbolique, pour la représentation, je pense que c'est tout. Alors, on aurait tendance à dire qu'il vivrait en Éthiopie et en Inde. Voilà, c'est facile, c'est loin, donc on peut pas vérifier si ça existe vraiment. Ça arrange bien aussi, je pense. Il est représenté avec 2 pattes, très souvent, donc un corps de serpent et 2 pattes. Donc ça, c'est vrai que c'est assez hétéroclite, hein. Parfois, ils sont avec des pattes, parfois, ils sont juste avec un corps de serpent. C'est assez varié. Et ben, vous voyez, le regard, en fait, je l'avais noté pile après. Donc pour le coup, on n'est pas si loin que ça. Mais je suis frustré de ne pas avoir pu l'introduire moi-même, je vous le dis. Maintenant, voilà, tu nous en as parlé Ouais. avec le descriptif de Isidore de Séville, mais il me semble que justement, avec les recherches qu'on a effectuées, on arrive à peu près à séparer 2 représentations du dragon au niveau du Moyen-Âge. Une première représentation qui correspondrait quand même à la période avant le XIVe siècle, et une deuxième représentation qui se ferait après. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, nous, on a pris le XIVe siècle comme repère, parce que c'est plus facile pour dérouler une analyse. Parce que dans les recherches et de ce qu'on a vu, globalement, le XIVe siècle, on voyait qu'il y avait des changements à partir de cette période-là, mais c'est très progressif, c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est pas à partir de l'an 1301 qu'on va avoir des changements significatifs. Ça s'est fait dans la durée, de manière progressive, et ça a même certainement commencé à partir de la fin, peut-être même du milieu du XIIIe, je n'en sais rien. Nous, c'est juste histoire d'avoir un point de repère, parce que nous, on aime quand les choses sont simples. Bon, parfois, effectivement, c'est pas 100% réaliste, mais l'histoire, je pense que c'est avant tout du plaisir. Et si on fait des trucs trop compliqués, c'est chiant. Ceci étant dit, revenons à la représentation du dragon avant le XIVe siècle. J'en parlais, il est plutôt en Inde et en Éthiopie. Désolé de vous l'apprendre, les gars, mais l'Inde et l'Éthiopie, il fait chaud. Le dragon est donc associé à la chaleur, et aussi à la terre, parce que le dragon vit dans des grottes. Ça vous rappelle pas un truc, ça? La chaleur, des choses profondément sous la terre. Ça fait un peu penser aux enfers. À l'enfer, s'il te plaît. À l'enfer, pardon. Parce que les enfers, c'est chez les Grecs et les Romains. Ça. Oui, alors, effectivement, parce que l'Église, elle parle de l'enfer, pas des enfers. Mais effectivement, Fabrice, tout à fait. C'est donc la symbolique, elle arrive très vite, hein. Diabolique, côté très diabolique. D'ailleurs, quand on regarde, petite fun fact, il n'y a pas de lien direct, ça m'y fait juste penser. Le dragon de l'Apocalypse, il arrive qu'il soit représenté déjà roux, ça me flingue de rire, et avec 7 têtes et 10 cornes. Et la vision après le XIVe siècle, le polymorphisme du dragon. Le dragon, on a le droit un peu à tout, à n'importe quoi. Typiquement, la tapisserie. Alors, quand je parlais du dragon de l'Apocalypse, il y a le duc d'Anjou au XIVe siècle, pour le coup, qui a demandé une tapisserie qui représenterait l'Apocalypse. Je trouve ça un peu sordide, ça d'ailleurs, comme commande. Genre, tu demandes. C'est très très représenté au Moyen-Âge. Ouais, mais c'est sordide. L'Apocalypse, on l'a sur des grandes portes, on a sur la tapisserie du duc d'Anjou, et on la retrouve sur des grands. Alors, comment ça s'appelle? Des tampons? Non, c'est pas des tampons sur les églises, c'est Les frontons. sur des grosses pierres sur les églises. Putain, j'ai pas le mot, ça me. Je suis désolé, je C'est ne peux pas grave. absolument pas t'aider. En gros, on le retrouve sur pas mal de représentations. L'Apocalypse est très représenté au Moyen-Âge parce qu'on ne le voit pas comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire oh, c'est la fin du monde. Non, eux, c'est plutôt. En fait, on va arriver sur le moment où on va tous partir sur autre chose. Et en fait, cette autre chose, c'est vu comme la bonté au maximum. En fait, on va se retrouver dans un moment où on va contempler. Tu vois, c'est dingue parce que moi. Alors, on commence à digresser, mais effectivement, c'est avec notre vision contemporaine, on trouve ça atroce. Donc en fait, à l'époque, c'est dans l'ordre des choses. Parenthèse fermée. Et d'ailleurs, pour eux, c'est bientôt. Oui, pour eux, c'est bientôt. Alors pour nous, c'est pas bientôt. Ah non, l'Apocalypse, c'est long. C'est pas plus mal. Pour eux, c'est censé arriver bientôt. Oui. Je ferme la parenthèse. Eh bien, notre dragon, il a 4 pattes. Une queue de donc sur cette tapisserie-là. 4 pattes, une queue de reptile, des ailes de chauve-souris et 7 têtes de lion. T'es mal à taille du rat. C'est quoi ce truc? C'est un dragon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande. Et parfois, il est. Alors, tu parlais, tu vois, du sanglier. Effectivement, des fois, il est représenté avec un groin. Genre, tu vois, la bête de la terre. Typiquement, c'est exactement ce que tu disais. Tu vois, je me l'étais noté. Moi, je trouve ça assez dingue. On a des couleurs variées, diverses et variées. Ça va du bleu au mauve. C'est un petit peu. Voilà, ça part dans tous les sens, quoi, niveau couleur. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Moi, quand j'ai fait ces recherches-là, j'étais le premier à être surpris de me dire ok, donc un dragon, en fait, n'a pas du tout la forme qu'on s'imagine. C'est clairement pas ça. Conclusion, le dragon, c'est le mal absolu. Et Isidore de Séville, il voit ça comme ça, il dit que la défaite d'un dragon, ça symbolise la défaite des dieux païens. On prend typiquement Saint-Georges. Saint-Georges qui terrasse le dragon. En fait, la symbolique, c'est certes l'exploit du saint, mais en fait, il y a une double lecture où c'est le christianisme qui l'emporte sur les pratiques païennes.
Donc en fait, on a la vision du dragon un petit peu, je dirais qu'il y a deux lectures. La première lecture qui est plus premier degré comme une bête, comme un ennemi, comme une incarnation du diable. Et la deuxième qui est plus d'ordre socio-politico-sociologique, qui est de dépeindre un tableau d'une époque, 7e siècle, on a encore beaucoup de pratiques non chrétiennes et que la chrétienté voudrait s'imposer et qui utilise le dragon comme moyen de communication. C'est marrant, ça, je trouve ça très marrant. Et donc justement, tu nous parles de personnes qui se Ouais, tapent dessus. ouais. Mais est-ce que tu aurais d'autres exemples justement de combats entre un protagoniste représentant le bien et justement ce mal représenté par le dragon? Bah, tu me poses une question, est-ce que tu peux me parler de baston? La réponse va être évidemment oui. L'archange Gabriel, qui combatte le dragon à l'Apocalypse. On a la chanson de Chétif, pour le coup, Baudouin de Beauvais, qui va un dragon sur le mont Tigris. Ça c'est une histoire qui date du XIIe siècle. Et on a les héros arthuriens qui tapent sur des dragons. Je pense notamment à notre ami Gauvin dans Les Merveilles de Rigomère qui affronte un dragon qui dévaste une région. Yvain le Chevalier au Lion, il en affronte pas un aussi. C'est un serpent. Il sauve le lion d'un serpent. Et alors, il y a d'autant plus de symbolique à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Fabrice, tu fais une tête surprise. C'est parce que j'ai dit, mais c'est le chevalier au pancréas. Ah, mais putain, oui, j'avais pas la ref. Le chevalier au pancréas. Oui, c'est dans Camelot. Ah, mais j'ai. Alors, là, tu vois, là, deuxième carton rouge. Oui, j'ai pas vu Camelot, les gars, c'est bon. J'ai pas vu Camelot. Yvain le Chevalier au Lion. Et alors, chez Yvain, c'est. Alors, pareil, je m'enfonce un petit peu. Chez Yvain, c'est d'autant plus fort au niveau symbolique que, en fait, la rencontre du lion dans le personnage d'Yvain, c'est quelque chose de très important dans la construction de sa psychologie. C'est ce qui va lui permettre d'atteindre la vertu. Donc, défoncer un dragon, un serpent, c'est atteindre la vertu, quelque part, pour Yvain. Donc c'est super intéressant. Moi, je trouve ça assez passionnant. Alors après, évidemment, il y en a plein d'autres. Je vais pas non plus rentrer moult fois dans les détails, mais force est de constater que quand on tape sur des dragons, bah c'est rigolo. Je vais conclure cette partie parce que ça fait 150 ans que je parle. Au Moyen-Âge, on a des formes très variées de dragons, des approches qui vont être très variées aussi, et finalement une symbolique qui est convergente. Le dragon, finalement, c'est un petit peu, je dirais, c'est un melting pot. C'est un melting pot de représentation. C'est un bouillon de culture. C'est unique. Ok, donc là tu nous as dépeint un dragon dans le monde occidental qui est quand même représenté de manière très négative, qui représente le mal. Mais est-ce que Raphaël ou Maxime, vous pouvez me parler de Mouchou maintenant? Mouchou. Mouchou. Mouchou dans Mouchou dans Mulan, quoi. Oui. Bah, ouais, Mouchou. Alors, petite précision avant de commencer. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Mulan ne devrait pas s'appeler Mulan, mais devrait s'appeler Mulan au Mouchou Story? Je suis d'accord. Moi, Parce que Mouchou, les gars, on parle de Mouchou. Déjà, José Garcia au doublage. Rien que ça, le mec est un crack. Mouchou, Kerry, le dessin animé. C'est-à-dire que sans Mouchou, excusez-moi, il n'y a pas de Mulan. Tout comme, je sais Mouchou. pas, comme sans zombie, il n'y a pas de survie. Tu vois, c'est. Non, mais c'est vrai, c'est évident. Je crois que Fabrice voulait faire une Bon. transition. Oui, mais du coup finement amenée. tu t'éternises beaucoup sur la transition. Non, pour en revenir aux choses plus concrètes. Est-ce que Raphaël, tu peux nous parler du dragon asiatique? Justement, j'aimerais que tu nous en parles particulièrement concernant, justement, je reviens là-dessus encore et toujours, sur la symbolique Et et oui. les représentations physiques qu'on peut s'en faire. Sur le dragon oriental, on va principalement parler du long chinois. Le long, Oui, c'est le dragon chinois. Et il joue un rôle central dans la culture et l'identité chinoise. En gros, il combine des éléments de divers animaux. Corps de serpent, des écailles de poisson, des bois de cerf. Et il est plus aérien que le dragon occidental et il n'a pas d'ailes. C'est vrai, quand tu regardes les fêtes chinoises où ils ont des espèces, alors c'est des dragons là, tu sais, leurs dragons qui flottent là. Exactement. Ils ont pas d'ailes, ils ont rien, genre les mecs, c'est pas comment ils flottent quoi. Et bah, il vole. pour citer un grand vidéaste, je n'aurais qu'à dire ta gueule, c'est magique. Oui, exactement. Et contrairement du coup à ses homologues occidentaux, qui sont souvent perçus comme malveillants, lui, le long, il est vu comme une créature bienveillante, symbolisant la sagesse, la force et la prospérité. Je vous vois roupiller au fond de la classe, mais c'est pas le moment. Donc du coup, c'est un symbole de sagesse et de force. Donc associé à ça, il va mettre en avant des qualités qui sont valorisées dans la culture chinoise. Donc l'intellect, la puissance, etc. Il est le reflet du besoin de modèles positifs et inspirants. Il promouvoit des notions importantes comme la résilience et l'ambition. Il est aussi très lié aux événements naturels, c'est lui qui fait le beau temps, c'est lui qui fait la pluie. Il est essentiel pour l'agriculture, donc il est
Il a une place centrale dans la C'est société. presque une divinité. C'est dingue, hein, tu vois. Et je me permets de te couper. La différence niveau symbolique entre le dragon asiatique, enfin asiatique oriental, hein, je dis asiatique par abus de langage, et occidental, c'est pas du tout la même vision. C'est pas du tout la Parce même que c'est représentation. absolument pas la même culture qu'est là-bas. Lui, là-bas, il symbolise l'union des forces opposées de la nature. C'est le yin et le yang. Ça vient vraiment de cette culture-là. Et il est la fusion des attributs physiques et peut être interprété comme une métaphore de l'harmonie et de l'équilibre. Les principes fondamentaux de la physique taoïste, où tout est interconnecté et en perpétuel changement. Il a des influences sur l'art et l'architecture. On retrouve des motifs de dragons sur des poteries anciennes et même des structures modernes. Ces représentations artistiques, elles incarnent les lois de la symétrie, de la fluidité et de l'interaction entre les formes. Des concepts qui sont également étudiés en physique pour comprendre les structures naturelles. En tant que symbole de la puissance naturelle, le long dans l'architecture et l'art peut inspirer des principes de conception basés sur l'efficacité, la durabilité, l'intégration harmonieuse avec l'environnement. Bon, évidemment, c'est pas une liste exhaustive. On nommait les dragons aztèques et d'autres mythologies, parce que sinon l'épisode il durerait 10 heures, ce serait pas possible. Alors pourtant, ils sont quand même archi stylés, hein, c'est les Quetzalcoatlus. Ouais, c'est ça. La prononciation, encore une fois. Et du coup, pareil, même pour les dragons asiatiques, où on est resté plutôt succinct, c'est un parti pris de notre part, parce que sinon on n'aurait jamais fini. Donc vous m'avez fait des descriptions de dragons quand même assez opposées l'une à l'autre, hein, comme on l'a remarqué juste avant, À peine. qui peut paraître sur certains points quand même assez inattendu par rapport à la représentation du dragon qu'on peut avoir aujourd'hui. En effet, certains pourront penser à leur prof de français de 5e, alors que d'autres justement verraient des créatures à 4 pattes. Dans notre culture populaire, on remarque que c'est très différent. On peut prendre notamment une série qui sort en ce moment, House of the Dragon, où les dragons justement sont représentés de différentes manières. Dans la culture moderne, ils sont hyper présents. Dans la culture pop, c'est hallucinant ce qu'on peut voir comme différents types de dragons. Et d'ailleurs, je te vois venir avec tes gros sabots, tu vas me demander pourquoi. T'es vachement fort et perspicace, dis donc. Il est perspicace, Billy, hein, il n'y a rien à faire. Du coup, avec la culture pop, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, c'est la lecture, le cinéma, les jeux vidéo, les jeux de plateau, les jeux de rôle. Et globalement, dans un univers fantasy, le dragon est super présent. Il y a juste à regarder le rayon fantasy d'une librairie, il y a des dragons de partout. C'est vrai. Bon, Tolkien, il a créé énormément de dragons et d'histoires. D&D, Donjons et Dragons, c'est là, pour moi, c'est ce qui a vraiment apporté le dragon moderne. Parce que pour le coup, ils ont fait une vraie classification des dragons, c'est un bordel. Est-ce que tu peux nous préciser justement pour nos auditeurs ce point-là, s'il te plaît? Alors, Donjons et Dragons, c'est un jeu à la fois de plateau, mais c'est surtout un jeu de rôle. Donc, on incarne un personnage qui peut être une elfe ou ce genre de choses. Un jeu de rôle ou un jeu rigolo? Ah non, un jeu de rôle. C'est drôle, il est hein. drôle, lui. Donc on incarne un personnage en lançant des dés et on rate des actions comme boire de l'eau dans une taverne. C'est plutôt rigolo comme jeu. Ok, donc finalement, est-ce que les dragons ne seraient-ils pas des moyens d'échapper au réel? Un moyen d'évasion et de fuite de nos tracas quotidiens? En vrai, tu pars loin, mais j'ai envie de te suivre. Est-ce que tu veux parler de la symbolique contemporaine du dragon, au-delà simplement de sa récurrence dans l'univers fantasy? Tout à fait. C'est ça. C'est vrai. Je pense qu'un exemple vaut 1000 mots. Donc on va prendre des exemples et on va remonter à la source de la symbolique. Je vais prendre le premier exemple qui est Cœur de Dragon. Cœur de Dragon, c'est un film. Fabrice, c'est années 90, hein, c'est ça? 96. 96, peu cher. Et ce film-là, il raconte dans un univers médiéval, c'est fantastique pour le coup, parce qu'en fait, c'est dans un univers médiéval un mec qui fait la rencontre d'un dragon. Et ils deviennent très copains, ils ont des aventures ensemble, et je suis désolé de le spoil, mais je pense qu'il y a prescription. Le dragon meurt à la fin pour permettre à notre héros d'accomplir sa quête, je crois, enfin, il y a une histoire comme ça. C'est surtout que ça symbolise la fin d'une ère magique, justement, pour arriver dans dans une période plus cartésienne. Dans le réel. Dans le réel, tout à fait. Effectivement. Et en fait, finalement, la mort de notre dragon est égale à la fin de la magie. On prend, deuxième exemple, Goth. Alors, notre chère Daenerys, hein, qui, quand elle meurt, elle a un copain qui est un dragon, qui brûle le trône de fer et qui s'en va ensuite. C'est la fin de la série, c'est la fin de la magie, c'est la fin des dragons. On savait pas à l'époque qu'il y aurait House of the Dragons derrière qui serait tourné, mais bon, ça c'est un autre sujet. On retrouve cette notion de la fin de la magie. Troisième exemple, et je m'arrêterai là parce qu'après ça va être redondant, c'est Dragon. Alors pour le coup, je l'ai pas vu Dragon, mais de ce qu'on m'a raconté... On parle bien entendu du film d'animation. Le film d'animation, paraît-il très sympa. Confirme. Et là, apparemment, les dragons retournent dans le monde des dragons et laissent les humains dans leur monde à eux.
Et du coup, plus de dragon égale plus de magie, vu que tout revient à la normale. En fait, je vous ai donné une image un peu idéalisée du dragon. Il y a certainement certains détracteurs qui diront ouais, enfin, un dragon, ça reste pas commode, c'est quand même pas gentil. Je suis d'accord. On prend Smaug dans Le Seigneur des Anneaux, c'est sûr que le Boug, il est vraiment pas commode, hein. Le monsieur, il protège son trésor, et quand notre ami, mince, Bilbon va le voir, il risque de passer un sale quart d'heure. Mais, comment dire, c'est une vision en fait qui s'est vachement atténuée avec le temps, et j'aimerais faire le parallèle avec les dragons occidentaux et les dragons orientaux. Je trouve qu'en fait, c'est un petit peu notre vision contemporaine, c'est un peu un mélange de ce côté très valorisé, très positif du dragon oriental et du côté un peu diabolique du dragon occidental. La puissance et le pouvoir. Ouais. Oui. Et pour le coup, il y a un univers, je trouve, qui représente très bien ça, et après je me tairai sur les détails. C'est l'univers de Paolini d'Eragon. Ça, pour le coup, on est très là-dedans. Il y a des gentils dragons, des méchants dragons. Et je conclurai là-dessus sur la symbolique du dragon. Donc merci à vous, c'était très intéressant justement. Donc on a parlé de l'historique des dragons, on a parlé des dragons dans notre imaginaire, dans la culture populaire, mais dernier petit point, avant de clore notre épisode, dans le réel, qu'en est-il ? Je suppose, si je lis entre les lignes, que la question que tu poses, c'est est-ce que les dragons ont vraiment existé ? C'est ça. C'est pas la bonne personne à qui tu poses la question, parce que moi je vais te répondre non. Ça. Mais oui en même temps, ce serait pas rigolo sinon. Non, les dragons tels qu'on les imagine n'ont pas existé. Ça paraît logique, des bêtes cracheuses de feu, c'est peu probable, très très peu probable. Après bon, on n'y était pas pour vérifier, mais moi ça me paraît peu probable. Donc ça c'est l'esprit cartésien qui parle. Après je vous propose, on se projette dans un monde parallèle. Enfin dans un monde parallèle. Projetons-nous dans le passé, imaginons, nous sommes au Moyen-Âge, un fermier creuse un trou. Très simple. Il creuse un trou et là il bute sur un os. Alors il bute vraiment sur un os, hein, c'est pas une expression. Et l'os c'est énorme. C'est-à-dire que il peut pas rapprocher ça d'un os de vache. Quel est l'animal le plus gros que le fermier connaisse ? Un ours ? Ouais mais un ours ça n'a pas un os aussi énorme. Puis alors il est curieux le fermier, donc il commence à continuer de creuser. Il continue de creuser et là il voit que l'os dépasse toute dimension connue. Genre vraiment là c'est... Il s'imaginait même pas que l'os soit aussi énorme. Il continue de creuser et là il tombe sur une tête bizarre, hein, pour le coup, il n'y a rien à faire. Hein. Il sait même pas ce que c'est, ça ressemble à un lézard, mais c'est pas un lézard, c'est peut-être un serpent, mais il n'y a pas de serpent aussi énorme. Un serpent, c'est le plus gros serpent qu'il a vu, c'est une grosse couleuvre, quoi. Et là, il commence à se poser une question. Il se dit, mais est-ce que ce serait pas une bête magique ? Et là, il se rappelle d'une histoire qu'il a entendue étant tout petit, qui parlait d'un serpent, d'un dragon. Et là, il se dit, bah ouais, en fait, c'est un dragon. Sauf qu'en fait, manque de bol, c'était juste le crâne d'un tyrannosaure sur lequel il est tombé. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne cette histoire, qui est purement fictive évidemment, mais qu'on extrapole et qu'on se dise, est-ce qu'à une époque où on n'avait pas connaissance de la paléontologie, on ne pouvait pas projeter sur des choses qui ont réellement existé des éléments d'histoire, d'imaginaire, de mythologie, et du coup prendre un dinosaure, qui pour le coup s'est avéré à exister, pour un dragon ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, je vais répondre à la première phase de ta question. Non, les dragons n'ont pas existé. Par contre, est-ce qu'ils existent dans nos têtes ? Oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui se rapprochent du dragon, qui ont existé ou qui existent ? Oui. Et c'est là qu'il faut en venir. Alors, je parlais des dinosaures. Oui, les dinosaures, très clairement. Je ne sais pas si l'histoire que j'ai racontée, ça s'est produit un jour, mais en tout cas, pourquoi pas, dans l'absolu. Maintenant, on va regarder ce qui existe de notre temps et qui peut se rapprocher du dragon. Vous prenez par exemple les serpents, les reptiles, les crocodiles. Ça ressemble un peu. On est un peu dans cet ADN-là de la dangerosité, dans cet ADN-là de l'inconnu aussi, du mystère. On prend les lézards volants. Est-ce qu'un lézard volant... Alors, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un lézard volant, c'est un lézard avec des membranes qui fonctionnent comme des ailes et qui lui permettent, il porte bien son nom, de voler. Ça vous rappelle pas un dragon, ça ? Maintenant... Et là, il y en a certains qui se disent bah oui, mais il y a une espèce qu'on connaît aujourd'hui qui porte le nom de dragon. Eh ben, exact. J'ai envie de dire exact. Très bien vu, Billy. Il s'agit du dragon de Komodo, aussi appelé le varan de Komodo. Il faut avouer que, même si ça ressemble pas énormément à un dragon, c'est quand même très très vénère. Et ça s'appelle un dragon. Ça a quand même des attributs de dragon. Cette langue un peu fourchue, un peu bizarre qu'on retrouve chez le dragon dans notre imaginaire. Cette agressivité. Un dragon de Komodo, ça bouillave un être humain. Un être humain adulte. Hein. Donc à partir de ce moment-là, c'est chaud. C'est chaud un dragon de Komodo. Donc en fait, finalement, le dragon, il existe dans nos croyances,
Et ces croyances pourraient, pourquoi pas, être issues de choses réelles qui ont été mélangées au fur et à mesure, qui ont été un petit peu pimpées. On pourrait comparer le dragon à du tuning, en fait. Un dragon qui, à la... Non, mais c'est vrai, un dragon qui, à la base, ressemblait à un serpent, se retrouve à avoir des têtes de coq ou des têtes de lion. Enfin, c'est gros, c'est rocambolesque, hein. J'aime beaucoup ce mot. Finalement, et je vais conclure là-dessus, toute légende naît du réel. Et pour comprendre le monde intelligible des idées, il est bon de regarder autour de soi et de voir la beauté que le réel a à nous offrir. Et sur ces belles paroles pleines de poésie, je vous propose de clore cet épisode. Tout d'abord, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cet épisode, pour votre écoute. J'espère qu'il vous a plu. Et ce qu'on vous propose, on a parlé de l'épisode sur Sparte, qui, s'il n'est pas déjà publié, arrive très bientôt. Mais vous savez quoi, chers auditeurs? On vous réserve d'autres surprises. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salve Venatores.